Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le président de la République, Romuald Wadaï, a achevé ce lundi 6 juillet 2026 sa visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie. Une rencontre de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et aux grands enjeux régionaux. Cotonou accueille depuis ce lundi les hauts responsables des sociétés africaines d'assurance. Pendant 3 jours, les participants réfléchiront aux moyens de promouvoir une assurance plus inclusive afin de renforcer la protection des populations. Une nouvelle marque transforme les objets du quotidien en véritables ambassadeurs de l'identité béninoise. Des créations qui racontent l'histoire et la richesse du patrimoine culturel du Bénin, à suivre dans ce journal. Et à la une de ce journal, une visite d'État pour consolider un partenariat. Le président de la République, Romuald Wadaï, a achevé ce lundi 6 juillet 2026 sa visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie. Une rencontre de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et aux grands enjeux régionaux. Le récit avec Marcel Arrossi. À Nouakchott, le président de la République, Romuald Wadaï, a été accueilli avec les honneurs par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À l'aéroport, les 2 chefs d'État assistent à l'exécution des hymnes nationaux avant le premier entretien. Les échanges se sont ensuite poursuivis au palais présidentiel où une séance de travail réunit les 2 délégations. Au cœur des discussions, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie, ainsi que les défis communs liés au développement, à la sécurité et à l'intégration régionale. Au terme de cette visite d'État, le président Romuald Wadaï est raccompagné à l'aéroport. Une marque d'estime qui vient souligner la qualité des relations entre les 2 pays. Cette visite s'inscrit dans la dynamique diplomatique engagée par le chef de l'État en faveur d'un dialogue renforcé avec les partenaires africains et d'une action concertée sur les grands enjeux de l'espace ouest-africain et sahélo-saharien. Cette mission, effectuée à l'invitation de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a permis aux 2 chefs d'État de réaffirmer leur volonté de collaborer ensemble dans plusieurs domaines stratégiques. Suivons l'intégralité du communiqué de presse avec Jérôme Mouba. Cotonou, le 6 juillet 2026. Le président de la République, Son Excellence, M. Romuald Wadaï, a achevé ce lundi 6 juillet 2026 la visite d'amitié et de travail qu'il a effectuée en République islamique de Mauritanie à l'invitation de son homologue, Son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au cours de leur entretien, les 2 chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération entre le Bénin et la Mauritanie et réaffirmé leur volonté commune de la renforcer. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt partagé, notamment la coopération économique, la connectivité, la sécurité et l'intégration régionale. Les 2 parties ont convenu de poursuivre le dialogue en vue d'un partenariat renforcé au service de leur peuple et d'une action concertée sur les enjeux de paix, de stabilité et de développement du continent. Le président Romuald Wadaï a exprimé sa gratitude à son homologue mauritanien ainsi qu'au peuple mauritanien pour la qualité de l'accueil et l'esprit de fraternité qui ont marqué son séjour en Mauritanie. Cap sur l'Assemblée nationale à présent. Et oui, l'ancien président du Parlement a décidé de mettre un terme à son mandat de député au sein de la 10e législature. En effet, Louis Vlavonou démissionne de son mandat parlementaire après plusieurs années passées au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Il donne ainsi un nouvel élan à son parcours politique à travers le Sénat. Allège les charges des commerçants installés dans les nouveaux marchés urbains et régionaux à compter de ce mois de juillet. Les redevances mensuelles liées à l'occupation des places sont revues à la baisse avec des réductions allant de 15 à 30%. Cette mesure, adoptée mercredi en Conseil des ministres, vise à améliorer les conditions d'exploitation de ces espaces marchands. Écoutons-les au micro
Écoutons, voilà les précisions du porte-parole du gouvernement. Lorsque dans un marché, vous payez 300 francs par jour ou 600 francs par jour, il y en a qui considèrent qu'il aurait fallu être à 400 plutôt que 600. Et partout où le candidat Wadahi est passé, et les femmes qui étaient présentes ont évoqué ce sujet. Et le président Talon avait déjà mis en place une équipe pour réfléchir à la question. Le président Wadahi a renforcé cela et effectivement a regardé et dit s'il faut que le gouvernement fasse un effort supplémentaire, comme ça a été annoncé justement dans le compte-rendu du Conseil, en demandant au ministre des Finances d'apporter un peu plus de subventions pour qu'on puisse réduire les redevances, et bien que cela soit fait. Et effectivement, sur cette base-là, le gouvernement a demandé à la ministre du Commerce intérieur de voir avec ses équipes de l'ANAGEM afin que les décisions subséquentes soient prises. Et l'ANAGEM a tout de suite réagi après, de sorte que quand vous allez désormais, pour compter du mois de juillet, dans les marchés, là où on paye 21 000 francs le mois, ça va être désormais 15 000 francs. Là où vous payez 18 000 francs le mois, ça va être désormais 12 000 francs. Dans les marchés régionaux où on payait 7 500 francs le mois, ça va être 5 000 francs. Et dans les mêmes marchés urbains, il y a des magasins, il y a des entrepôts, il y a des boutiques. Là également, les loyers sont revus à la baisse. Il y a par exemple des entrepôts qui coûtaient 2 125 000 francs le mois, qui vont coûter désormais 1,5 million. Donc, on a renoncé à 625 000 francs le mois, par exemple, sur ce type de locaux. Pour nos populations, cela représente du pouvoir d'achat qu'on leur concède. Et l'État fait un effort supplémentaire en mettant les subventions qu'il faut parce que quand on regarde le standing de ces infrastructures, il faut quand même bien les entretenir pour qu'elles soient toujours plus attractives et qu'on puisse en réaliser aussi ailleurs. Si on avait les moyens de dire, bon, ça va être gratuit pour tout le monde, c'est ce que vous aurez peut-être souhaité. Certaines familles, elles, auraient souhaité ça. Absolument. Si on avait les moyens de dire que ça va être gratuit pour tout le monde, on l'aurait fait, mais nous ne sommes pas encore aussi riches en tant que pays pour faire ça. Et le minimum qu'on demande à nos marchands, des marchands, c'est d'apporter leur contribution pour que l'État assure l'entretien régulier et le maintien en bon état de service de ces infrastructures afin qu'eux-mêmes et elles-mêmes continuent à avoir envie d'y aller, que les populations aient envie d'y venir et qu'ailleurs où on n'a pas encore fait et que nos populations les attendent, que nous puissions en réaliser aussi pour les autres qui n'en ont pas encore reçu. En Conseil des ministres, mercredi dernier, le gouvernement a également abordé la question de l'harmonisation des coûts des actes judiciaires. Une décision qui, selon le ministre porte-parole du gouvernement, facilite la vie des concitoyens et sécurise le denier public. On l'écoute au micro de Jérôme Mungbo. La décision du gouvernement, c'est de demander au garde des Sceaux de veiller à ce que cette harmonisation soit définitive et maintenant, pour préserver les deniers publics, rendre le paiement électronique comme seul mode de règlement de ces actes. Il se trouve que dans certaines de nos juridictions, dans certaines de nos administrations, il y a des agents de l'État qui se font intermédiaires entre les populations et la caisse. Et pour un acte qui coûte 1 000 francs, le citoyen peut être amené à débourser 1 500 francs, 2 000 francs, contre promesse de l'aider peut-être à vite avoir son acte alors qu'on lui fait de faux frais. Donc, par cette décision-là, nous voulons éviter les faux frais à nos concitoyens pour que l'acte qui coûte 1 000 francs ne lui revienne pas à plus que 1 000 francs auxquels s'ajouteraient éventuellement les frais d'envoi et pas plus que ça. C'est la vertu de cette décision-là. Sur la terre des humains, il y en aura toujours pour essayer de resquiller ou de contourner. Il y en aura toujours. Mais l'administration a le devoir aussi de trouver les solutions pour sécuriser les données publiques et faciliter la vie aux usagers. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette décision. Les deux gains, c'est faciliter la vie à nos concitoyens dans leur démarche vis-à-vis de l'administration judiciaire et en même temps sécuriser les données publiques.
Autre sujet à présent, vous l'avez sans doute constaté si vous empruntez régulièrement la route inter-État Cotonou-Abomey-Calavi. La semaine dernière, d'importants embouteillages ont paralysé la circulation. Plusieurs véhicules se retrouvant immobilisés par les eaux après les fortes pluies. Des images spectaculaires de ces longues files d'attente ont largement circulé sur les réseaux sociaux, illustrant ainsi l'ampleur des perturbations. Mais lundi matin, notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux et a fait un tout autre constat. Suivez. Ce matin, un peu plus de 8 heures, le décor au niveau du pont de Djonou, qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias ces derniers jours, a changé. Sur l'axe Cotonou-Abomey-Calavi, le trafic retrouve le rythme qu'on lui connaît. Motocyclistes et automobilistes roulent sans grande interruption. Les piétons avancent aussi à pied sec. C'est exprès que j'ai préparé pour voir. Ce matin, j'ai quitté Agodoumé pour aller à Calavi. La circulation passe normale. Vraiment, c'est du miracle. Je ne savais même pas qu'on allait trouver une solution rapidement comme ça. Une scène devenue presque ordinaire, mais qui ne l'était plus ces derniers jours. À l'origine des perturbations, les fortes pluies qui avaient provoqué une montée des eaux sous le pont. Une situation qui a considérablement compliqué la circulation sur cette voie stratégique. En réponse, des opérations de curage ont été engagées avec le déploiement de pelles amphibies afin de faciliter l'écoulement des eaux sous le pont. Des travaux qui d'ailleurs sont en cours lors de notre passage ce lundi matin. Retirer des marchés en raison des risques qu'ils représentent pour la santé. Les produits communément appelés snipers continuent de susciter de nombreuses interrogations. Que contiennent-ils réellement? Quels sont les effets sur l'organisme et pourquoi sont-ils considérés comme dangereux? Élément de réponse avec Marc Sohounon, toxicologue, au micro de Christelle Tongodo, Koudous Abdoulaye et Macléode Adamou-Sodé. Le produit sniper EC1000 EDVP, en réalité, c'est un produit toxique qui contient fondamentalement le diclovore. Le diclovore, c'est un pesticide organophosphoré dont l'action intervient à une action néfaste, notamment sur l'enzyme que nous appelons la choline estérase. Donc, ça peut atteindre le système nerveux facilement. Évidemment, il y a beaucoup de ménages aujourd'hui qui utilisent pour tuer soit les mouches, les moustiques, et c'est très efficace. C'est de la même manière que cela agit sur le système nerveux des personnes qui en font usage. C'est en ce moment-là que ça devient très toxique et puis c'est également cancérigène. L'exposition au sniper, c'est par inhalation. Lorsque vous faites... c'est comme un anesthésique que vous utilisez dans le ménage, vous inhalez parce que vous ne savez pas vous protéger au moment où vous faites l'épandage dans la chambre, évidemment. Donc vous inhalez, mais ce qui est plus dangereux, les effets, le temps de latence dure beaucoup plus longtemps, ça peut être 20 ans, 15 ans, même parfois 30 ans avant qu'on ne remarque les conséquences sanitaires. Mais on ne va jamais faire le lien. Donc c'est à ce moment-là que cette décision elle est beaucoup plus salutaire pour protéger la population béninoise. Et oui, le retrait de ce produit entre dans sa phase d'application. Une opération de contrôle a été menée dans les marchés afin de vérifier le respect de cette mesure. On regarde. Le Conseil des ministres, en sa session du 1er juillet dernier, a fait rappel de l'interdiction de la mise sur le marché de certains pesticides, notamment celui de type sniper. Alors, dès le lendemain de cette séance, Madame la ministre du Commerce intérieur nous a instruit à l'effet d'un retrait total de ce type de pesticides sur le marché. Donc, depuis vendredi passé, nous avons commencé l'opération et ce matin, nous sommes rendus au niveau du marché du marché d'Antopa pour faire la même opération. Cette opération ne finira pas tant qu'on n'aura pas constaté un retrait total de ce type de produits du marché. Parce qu'en réalité, c'est un produit qui est déclaré d'une toxicité très élevée par l'OMS et c'est par ailleurs un produit cancérigène. Alors, les instructions sont de débarrasser totalement le marché de ce produit-là. Alors, quand nous sommes arrivés ce matin, nous avons vu que quelque part, les gens avaient quand même l'information. Donc, le produit n'était plus tout à fait exposé.
Donc, nous avons dû faire intrusion donc, dans les magasins de stockage pour en prélever les stocks qu'ils avaient. Donc il faut dire que les jours à venir, nous allons continuer l'opération. L'actualité au Bénin ce jour, c'est aussi le démarrage des épreuves orales du baccalauréat, du BEPC, session de juin 2026. Dès ce matin, des milliers de candidats déclarés admissibles ont rejoint les différents centres d'examen pour franchir cette ultime étape avant les résultats définitifs. Au centre de Bégamé, à Cotonou, notre équipe est allée à leur rencontre. Reportage de Karamat Agbataou et Constantin Agbo. Les épreuves écrites sont désormais derrière ces candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC. Place à présent aux épreuves orales, dernière étape avant la fin de cet examen. On a effectivement démarré à 7 heures, le tracé du terrain est fait. Nous avons la chance que le temps est clément et notre souhait est que tout soit ainsi jusqu'à demain soir. Il faut dire que 5 centres sont attendus sur le terrain du CEG Bégamé. Il s'agit du centre de Saint-Rita, de Saint-Jean-Baptiste, de Lac, de Tantopa et de Bégamé même. Nous avons le PS sur le terrain de Bégamé et les épreuves orales à Notre-Dame à côté. Il y aura certainement des absents, mais ceux-là sont attendus pour demain dans l'après-midi et nous espérons qu'ils vont rattraper le train en marche. Après plusieurs jours de tension, la pression semble progressivement retomber. J'étais un peu stressé, mais après la première épreuve, j'ai retrouvé ma confiance en moi. Je viens de finir le PS. J'ai aimé l'oral, c'était bien. On a posé de bonnes questions. Je compte bien aborder le second cycle en faisant tout possible pour rendre joyeux mes parents. Que les candidats ne pensent pas que tout est déjà fait, non. C'est une suite d'épreuves. Ils ont déjà fait le gros lot, ils sont admissibles. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Qu'ils se donnent à fond pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats à la fin des épreuves orales et sportives. Pour ces candidats, la fin des épreuves marque le début d'une nouvelle attente, celle des résultats définitifs, avec une nouvelle perspective de leur parcours scolaire, l'entrée au second cycle. Dans le reste de l'actualité, Cotonou accueille depuis ce lundi les hauts responsables des sociétés africaines d'assurance à l'occasion des États généraux de l'assurance. Pendant 3 jours, les participants réfléchiront aux moyens de promouvoir une assurance plus inclusive afin de renforcer la protection des populations. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'allocution du président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, Mamadou Koné, prononcée à l'ouverture des travaux. Il est au micro de Lénaïk Agbazaou et Lauriel Souba. Comment accepter que ceux qui sont les plus exposés au risque soient précisément ceux qui en sont les moins protégés? Le temps est ainsi donné pour ce conclave des hauts responsables des sociétés africaines d'assurance de droit national. Une ambition commune, rendre l'assurance inclusive, accessible à toutes les couches de la société. L'écrasante majorité de nos concitoyens, qu'il s'agisse de l'agriculteur, de la commerçante, du chauffeur de taxi, de l'artisan, du jeune diplômé, vit sans aucune protection contre les risques liés à leur environnement. Un seul accident, une seule maladie, une seule mauvaise récolte ou un seul incendie suffit à faire basculer une famille entière de la dignité vers la précarité. Nous devons, à l'issue de nos travaux, trouver les meilleurs moyens possibles pour offrir une protection simple, accessible et abordable aux personnes traditionnellement peu ou pas couvertes par les assurances classiques. Il est question à Cotonou, pour la grande famille africaine des assureurs, de bâtir des solutions et de créer un environnement favorable à leur mise en œuvre. Le pacte panafricain de l'assurance inclusive. Cette ambition est parfaitement en phase avec les orientations stratégiques du gouvernement béninois qui a fait de l'inclusion financière et de la protection des populations une priorité majeure de son action publique. La participation du Conseil économique et social est de l'accompagnement, de la pédagogie, de l'information.
Alors je ne dirais pas sensibilisation parce que ça revient aux différents acteurs de ce secteur-là d'aller sur ce terrain. Mais nous allons informer nos populations pour qu'elles soient conscientes. On peut l'appeler également sensibilisation. Ménages à faible revenu, petites et moyennes entreprises, acteurs du secteur informel, que nul ne soit laissé sans protection face aux aléas de la vie sur le continent. Tel est le vœu des professionnels de l'assurance ici réunis. Place à présent à la valorisation du patrimoine culturel béninois. Une nouvelle marque ambitionne de transformer les objets du quotidien en véritables ambassadeurs de l'identité nationale, capables de faire rayonner le Bénin au-delà de ses frontières. Ils tiennent dans la paume de la main, mais racontent l'histoire de tout un pays. Magnets, porte-clés, tableaux ou encore objets décoratifs, derrière ces créations se cache une ambition. Faire du patrimoine culturel béninois un souvenir authentique, capable de voyager aux quatre coins du monde. Lancée officiellement vendredi dernier, la marque Souvenir du Bénin entend transformer chaque objet en véritable ambassadeur de notre identité culturelle. Reportage de Rodrigue Ola Babagbeto, Mathieu Debeglo et Constantin Agbo. Au marché des arts, une marque se fait discrètement une place. Sans grand bruit, elle attire les regards, suscite la curiosité et redonne à chaque objet une identité profondément béninoise. Chaque journée commence ici, dans cette boutique devenue le point de départ d'une ambition plus grande pour Erika Tiquet. Ici, nous avons du nord au sud tous les monuments et les personnages emblématiques qui ont marqué l'histoire du Bénin. Nous avons au nord les Tata Samba, nous avons les chevaliers de la Gani. Quand on descend un peu plus vers le bas, nous avons Bomé le Palais Royal, nous avons Tofa Ier à Porto Novo et l'Amazone qui est aujourd'hui un monument emblématique du Bénin. Ça particulièrement, c'est une senteur de voiture que nous avons faite avec le profil de l'Amazone. Ça vient remplacer un peu ce qu'on connaît habituellement, les arbres magiques dans les voitures. Et donc nous avons différentes senteurs que nous proposons pour notre clientèle. Des objets de quelques centimètres seulement, mais qui racontent des siècles d'histoire. Derrière cette apparente simplicité se cache une conviction. Le Bénin mérite des souvenirs qui lui ressemblent. Souvenir du Bénin, c'est une marque qui est partie d'une initiative toute simple. Je me suis dit, quand les touristes vont venir au Bénin, ils doivent repartir avec des objets qui leur rappellent leur passage au Bénin. Qu'est-ce qu'on leur offre? Les maniers sont devenus les ambassadeurs les plus prisés de la marque, de petits formats qui séduisent touristes, visiteurs et membres de la diaspora. Pour cette cliente venue faire quelques achats, ces créations racontent enfin le véritable visage du pays. La conception, c'est fin, c'est raffiné, c'est beaucoup plus authentique. Je trouve que ça ressemble plus au Bénin. Depuis quelques jours, un moment de silence s'incruste toujours dans son quotidien. Le jeune homme veut franchir une nouvelle étape de sa vision avec le lancement officiel de la marque. Il était temps pour nous de nous faire connaître au plus grand public. Donc cette étape, c'est la confirmation de notre travail. C'est aussi surtout l'envie d'aller chercher de nouveaux marchés dans la sous-région. Sa vision devient réalité dans cette salle réunissant autorités, partenaires et représentants d'organisations internationales. Souvenir du Bénin affirme désormais son ambition de devenir une référence de l'industrie culturelle et touristique béninoise. La priorité, c'est la mise en valeur du patrimoine. C'est des initiatives qu'il faut encourager et il faut que, en fait, nous, opérateurs, qu'on puisse tout naturellement inclure en bout de chaîne dans nos produits. Moi, c'est une fierté d'avoir Souvenir du Bénin et c'est un produit d'excellente qualité. Derrière chaque manier, chaque porte-clés ou chaque objet décoratif, c'est un récit qui s'exporte. Celui d'un peuple, d'une culture et d'une histoire. Allons à la découverte d'une passion singulière. De la comptabilité à l'art filaire, il n'y a qu'un pas, ou plutôt une reconversion. Depuis un an, Nadia transforme des planches de bois, des clous et des fils en véritables œuvres d'art. Un univers où chaque fil raconte une histoire, où la patience devient un véritable outil de création. Portrait signé Ulvaeus Balogun et Mathieu Debeglo. Tout est parti de ce tableau, Lotus, réalisé le 13 août 2025. Depuis,
Nadia ne cesse de perfectionner sa technique dans l'art filaire, une passion qu'elle a choisi de développer en parallèle de son métier de comptable. J'utilise le fil et le clou pour sortir un tableau décoratif. Il y a à peine 1 an, elle découvre cet univers avec des outils simples, un morceau de contreplaqué, des clous, des fils, un marteau et quelques pinceaux. Des matériaux qui lui permettent aujourd'hui de donner vie à ses créations. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut réaliser, pour savoir quel contreplaqué utiliser et comment le découper, la dimension. Pour tout commencer, je sais d'abord l'image que je veux faire, ou soit je coupe différentes mesures des contreplaqués là. Je fais le dessin de ce que je veux faire, je colle un papier dessus et puis je commence à taper. Dans son atelier, la réalisation de chaque tableau demande du temps et beaucoup de minutie. Les fils sont tendus, croisés et superposés pour faire apparaître progressivement des formes et des portraits. Je suis en train de faire une femme africaine, une reine africaine avec sa couronne. Pour cette reine, je lui mets une couleur qui tend vers l'or pour qu'elle brille. Elle va briller. Et je ne veux pas que ça soit aussi trop clair parce que c'est une africaine. Donc l'Afrique est censée refléter le teint café ou le teint noir. Sa technique repose sur la patience et la répétition du geste. Pour Nadia, chaque tableau est une nouvelle occasion d'explorer son imagination et de repousser ses limites. Cette fois-ci, c'est avec du cristal. Vous allez remarquer que c'est fait sur du plexiglas. Donc là, on met un fond noir. Comme je fais comme ça, par exemple. Vous allez voir, l'image sort bien. J'ai utilisé colle et des pierres en cristal. Avec sa passion en bandoulière, Nadia construit désormais un équilibre entre son activité professionnelle et cet art qui prend de plus en plus une place grandissante dans son parcours. Place à l'actualité internationale à présent avec Katenda. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de susciter de vives inquiétudes. Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale de la santé ce 6 juillet 2026, le nombre de décès a désormais dépassé la barre des 500. Au total, 506 personnes ont perdu la vie, tandis que 1561 cas confirmés ont été enregistrés. Dans le même temps, l'Ouganda voisin maintient son bilan à 2 décès pour 20 cas confirmés. Le principal foyer de l'épidémie demeure la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC, où les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation du virus. Dans le sud de la Chine, de fortes pluies accompagnées d'importantes inondations ont fait au moins 2 morts et contraint près de 48 000 personnes à évacuer leurs habitations. Les intempéries provoquées par le typhon Maisak, devenu depuis une tempête tropicale, ont particulièrement touché la région de Guangxi. Les autorités ont déclenché le niveau maximal d'alerte aux inondations après la rupture de plusieurs barrages. Les pluies diluviennes ont également entraîné une montée inquiétante des eaux dans plusieurs dizaines de rivières, tandis que les opérations de secours et d'évacuation se poursuivent. En territoire palestinien, le Festival des arts contemporains de Ramla fait son grand retour après plusieurs mois d'interruption liés à la guerre dans la bande de Gaza. Considéré comme l'un des rendez-vous culturels majeurs dans la région, l'événement marque une volonté de relancer la vie artistique, malgré un contexte toujours marqué par les tensions. Selon son directeur Khaled Aylan, le festival entend élargir son champ d'action en proposant au-delà de la danse contemporaine diverses expressions artistiques afin de toucher un public plus large. Et voilà pour la page internationale, ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur Bénin TV.